Salut, je sais pas comment tu es arrivé sur cette vidéo, si c'est parce que tu as cliqué dessus ou si c'est parce que, effrayé d'une vidéo de plusieurs heures, tu t'es dit non, il y a que cette vidéo là qui m'intéresse parmi le bilan 2023 de Flavien. En tout cas, bienvenue. Donc, l'idée, c'est cette introduction va être là pour toutes les vidéos un peu sorties du bilan 2023 qui sont là si vous avez trop peur de la durée globale du bilan et qu'il y a juste telle catégorie qui vous intéresse. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est extrait directement de la vidéo globale du bilan 2023, ce qui fait que, où je parle vraiment de tous ces jeux et même plus, où j'ai catégorisé comme ça, compartimenté un peu par type de jeu et par catégorie. Donc je vais vous dire après ce qu'il y a si vous êtes curieux, mais donc juste, soyez conscients que c'est sorti d'un truc plus global. Alors normalement j'ai essayé de faire gaffe, mais il est possible qu'il y ait ici et là quelques incohérences ou quelques trucs dont la référence n'apparaît pas dans la vidéo, c'est que ça vient d'une autre partie de la vidéo bilan. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous dis un petit peu ce qu'il y a comme vidéo, là vous êtes dans celle-ci qui est, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, si jamais il y avait aussi les déceptions, les trucs originaux mais pas forcément entièrement aboutis, les trucs qui sont un peu du réchauffé, un peu du déjà vu, mais qui sont agréables. Il y avait aussi les jeux solo, les jeux à deux, les surprises, les ressorties, donc c'est les vieilleries qui sont ressorties en 2023, et également le top du top, évidemment, les quelques jeux qui m'ont le plus marqué. Donc voilà, là je sais pas dans quelle partie vous êtes, vous y êtes, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes là par choix, j'espère que personne vous a contraint, mais encore une fois, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir les autres qui sont en lien dans la description, etc. Vous pouvez le faire ici aussi, comme sur l'autre bilan, vous pouvez mettre un petit pouce, il y a un petit Buy Me a Coffee dont je vous mets le petit QR code et puis le petit lien si jamais vous avez trop de sous et que vous savez pas quoi en faire, vous attendez juste à aucune contrepartie, c'est pas le but, voilà, n'hésitez pas à commenter, pour le coup, sur le bilan 2023, je vous invite à commenter sur n'importe quelle partie, autant ici, n'hésitez pas à commenter mes choix dans la catégorie dans laquelle on est, et à parler des jeux que vous avez découverts dans cette catégorie, alors que ce soit les déceptions, les jeux à deux ou quoi, ça dépend en fait du titre de cette vidéo. Voilà, on part en fait pour l'intro qui était dans le bilan 2023 de cette catégorie, qui peut-être ne va faire aucun sens, mais en tout cas, on y va. Après les jeux solo, rajoutons un joueur ou une joueuse pour passer aux jeux uniquement à deux. Alors il y a des jeux qui sont très bien à 2 et à plus, mais qui ont une très bonne configuration à 2. À l'inverse, il y a des jeux qui au niveau de l'édition sont indiqués de 2 à X et qui en fait la configuration de joueurs c'est des variantes et ça mériterait pas d'exister. Mais là aujourd'hui on va vraiment parler des meilleurs jeux à 2 de 2023 selon moi, et des jeux exclusivement à 2, donc des jeux qui sont à la fois bien mais qui sont également exclusivement à 2. Faut savoir que moi le jeu à 2 c'est vraiment la configuration principale que j'ai, en tout cas IRL sur table, parce que je joue beaucoup avec ma compagne, à toutes sortes de jeux, on peut avoir tendance à penser les mêmes ou à découvrir différents types de jeux. En tout cas ouais, IRL, je joue avec des potes, des fois à 4, 5, 6, notamment aux jeux d'ambiance, mais c'est très fréquent qu'on joue à 2, donc à des jeux que à 2, ou à des jeux qui se jouent à plus, mais qu'on découvre à 2, parfois en se disant c'est pas terrible à 2, on verra à plus. Mais donc là, beaucoup de jeux que j'ai découvert moi cette année à 2, il y en a. C'est une configuration que j'aime bien parce que souvent ça génère une tension, il y a souvent du duel, du conflit, de l'affrontement, d'une manière ou d'une autre, on voit là au Leon Match, alors il y en a qui sont d'ailleurs sortis cette année, que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais c'est un format que j'aime bien parce qu'il crée souvent de l'interaction assez forte, là où les jeux parfois à plus, on est plus dans l'interaction indirecte ou un peu plus légère. Donc on est parti pour les jeux, encore une fois, exclusivement à 2, et que j'ai trouvé exclusivement bons, sortis en 2023. Et comme dans toutes les catégories, on va commencer par les absents qui ne sont pas autour de moi. Il y en a 3, il y a le cortège, j'en ai parlé dans un T'as à quoi chez Proxy Jeux, je vous mets enfin c'est pas moi qu'on ait parlé, c'est Cargo, mais on en a pas mal discuté, c'est Cargo qui me l'avait fait découvrir. Jeu très intéressant de Dorian François chez les éditions du Silence, avec un visuel fort, avec un message politique fort. J'en ai parlé où j'en parlerai encore une fois au moment où j'enregistre, je sais pas dans quel ordre ça va être, un peu plus longuement dans les jeux qui ont des originalités qui pour moi ne se sont pas pleinement réalisées. Reste que c'est un très bon jeu à 2 de Pichenette sorti cette année, très différent d'un 7 et match ou d'autres jeux de Pichenette un peu plus directs. Ça atteint pas pour moi le niveau d'un 7 et match en termes de sensations, mais il y a ce côté intéressant. Alors à la fois du côté du thème, même si, je le dis à chaque fois que j'en parle, je regrette un peu l'édito un peu frileux qu'il y a dans le jeu qui met un peu les souffrances et les combats au même niveau, mais il y a quand même un message politique fort avec
qui se marie bien avec la pichenette parce qu'on va frapper les autres. Donc, du côté des CRS, c'est assez parlant. Il y a des pouvoirs assez intéressants du côté des personnages. Il y a aussi notamment des objectifs un peu différents, des manières de jouer un peu asymétriques. Il est conseillé de jouer en aller-retour parce que voilà, pour équilibrer le truc et puis pour voir un peu qui s'en est le mieux sorti. Avec du côté des manifestants et manifestantes la prise d'un lieu de pouvoir, tandis que du côté des CRS c'est d'éliminer les manifestants et manifestantes. Il y a quelques petits jetons ici et là, et notamment il y a surtout cette idée de contrôle de l'espace, au-delà du fait de aller taper les trucs des autres. Il y a vraiment cette idée de contrôler l'espace pour jouer en fait à plus long terme et à moyen terme, pour aussi couper des espèces de lignes de vue, ou en tout cas des lignes de tir. Un peu comme au billard quand vous placez votre boule blanche pour rentrer une balle, mais aussi pour donner un mauvais coup à la personne qui va suivre. Donc un bon jeu à deux qui a de la tension, sans doute un peu moins violente que lors des vrais manifs, mais pas pleinement abouti pour moi. Il y a un côté un peu longuet ici et là, un côté un peu répétitif, mais quand même un jeu assez intéressant que je vous invite à découvrir. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus tranché dans sa prise d'opposition en termes de thématique et de propos. Reste que c'est quand même une thématique et une façon de l'aborder qui reste assez rare dans le jeu de société, et donc plutôt recommandable. Un autre jeu, c'est Time Division. Time Division, qui est un jeu que Cyrus, de Proxy Jeux toujours, a récupéré à Essen, qu'il avait bien aimé, qu'il a essayé sur place, et qui m'a fait découvrir quelques semaines plus tard, lorsque j'étais chez lui, lors d'une journée qu'on a passé tous les deux. Ça nous arrive aussi du coup de faire des journées à deux, quand on arrive à être que tous les deux, à enchaîner les jeux à deux. J'en parlerai d'autres dans la vidéo. Time Division, j'ai trouvé vraiment assez solide. Alors il y a une proposition de jouer soit en une manche, soit d'enchaîner les trois dans une espèce de... c'est pas vraiment une campagne, mais en tout cas en 3 manches. Et le système de scoring est différent, puisque en 3 manches ça va être du tir à la corde, alors qu'en une manche ça va juste être une comparaison de nos scores. Je préfère nettement le truc en 3 manches, d'autant que chaque époque dans laquelle on va aller, puisque c'est du Time Division, j'ai plus en tête le nom des auteurs, c'est chez Heidelberg, c'est pas disponible en français, mais ça peut se commander chez l'éditeur. Donc il y a les années 80, l'Égypte antique et les Dark Ages, je crois, le Moyen-Âge, qui ont toutes des illustrations un peu différentes en termes de style, et également des spécificités mécaniques. Donc moi j'aime bien le fait de alterner ces trucs-là dans une même partie, surtout que la partie n'est pas très longue. Et il y a tout un système assez intéressant en termes d'affrontement, puisqu'on va jouer des cartes, la personne qui va être leader va poser une carte, l'autre va pouvoir y réagir. La personne qui a joué la carte la plus haute va remporter le duel, mais l'autre va pouvoir appliquer un pouvoir. Le fait de remporter le duel, c'est des points qu'on va gagner, justement, dans une espèce de zone qu'on peut avoir et qui vont nous servir à gagner des trucs. Mais quand on joue en mode campagne, au lieu de essayer juste d'avoir le meilleur score, on va essayer d'avoir les points sur les bonnes cartes qui vont nous permettre de tirer un peu cette espèce de corde à nous. Il y a aussi ce système de draft au début de manche où on va garder, je sais plus combien de cartes en tout, mais on va prendre une carte pour nous, en laisser une pour l'adversaire qui connaît pas avant la fin du draft, et une dans la pile neutre. Il y a plein de petits éléments qui vont interagir ensemble et tout. Vraiment une bonne découverte Time Division. Plus j'y repense en fait, là pour préparer ces vidéos et tout, et puis plus je me dis c'est un jeu que j'aimerais bien plus jouer et rejouer. Le dernier que vous voyez pas ici, et qui lui aussi au fil de mon année est monté un peu dans mon estime, même si je l'avais beaucoup aimé dès le début, c'est le deck building Star Wars, donc de notamment Caleb Grace. Au niveau des illustrations, je sais plus, je pense qu'il y a un paquet de monde, et donc c'est ce jeu qui s'inspire énormément de Star Realms, clairement, qui prend des grosses idées de Star Realms dans la façon dont on va jouer, dont on va dépenser nos ressources. C'est un deck building assez classique, mais qui va réussir à se thématiser de manière assez maligne, donc c'est un deck building à rivière et non pas à marcher comme à la Dominion, et où c'est asymétrique puisque une personne va incarner l'Empire tandis que l'autre va incarner la Rébellion, et le but est le même, c'est-à-dire que c'est de détruire des bases adverses. Le système c'est comme dans Star Realms, c'est-à-dire qu'on va soit pouvoir dépenser des points pour acheter des cartes, soit pour détruire des cartes. La différence, enfin pour attaquer, la différence étant qu'on peut attaquer donc la base de notre adversaire, ou des espèces de, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est les bases de Star Realms, ou bien des cartes dans la rivière, ce qui ça est plus original, puisque notre originalité c'est qu'il y a des cartes qui dépendent des factions. Si c'est un Luke Skywalker, il pourra être acheté que par la Rébellion, mais l'Empire pourra la détruire. Et donc ça fait plein de petits trucs très intéressants de là tu vais détruire ça, comme ça t'as plus de cartes que tu pourras acheter, et il y aura que des cartes, alors il y a les cartes neutres que les deux factions peuvent acheter, mais et quand je te détruis ça me coûte à peu près le même coût que le coût d'achat pour l'autre, mais en destruction. Donc il y a ces trucs là qui marchent très bien en termes d'équilibre, en termes de thématique aussi ça marche super bien.
Je vous ai parlé des bases, c'est aussi un peu différent puisqu'on va choisir un certain nombre de bases selon la durée qu'on veut de la partie, et quand une base se fait détruire, on va choisir parmi les bases qu'on a gardées en début de partie, celle qu'on va utiliser, ce qui peut à certains moments se dire, bah là c'est vraiment celle-ci dont j'ai besoin parce que son pouvoir va me servir, ce qui le différencie encore de Star Realms. Et enfin il y a aussi cette piste de force, et moi c'était un peu, pas la plus grande surprise, ce serait beaucoup dire, mais une bonne surprise parce qu'au début je me suis dit, ok, en gros si elle est complètement chez moi, je gagne une ressource de plus dans mon tour, soit, so what, c'est pas game changer. En fait le jeu est fait de telle manière, et un deck building ça se repose beaucoup sur les effets des cartes, et ben il y a pas mal de cartes qui sont en interaction avec cette piste de force, et où si tu l'as chez toi, quand bien même elle est pas à fond chez toi, et ben ça va déclencher des petits bonus et tout, et du coup thématiquement évidemment les personnages qui font bouger la force c'est cohérent, et ça a une vraie utilité en termes de mécanique. Donc ouais franchement moi vraiment quand j'ai découvert le jeu je me suis dit hey, les gars vous auriez pu écrire Star Realms lol avec une moustache dans la règle et puis dire merci. Ils auraient quand même pu remercier Star Realms dans la règle, je crois que c'est pas le cas. Ça reste un jeu assez différent de Star Realms, très bien thématisé, que je trouve assez malin dans ses dynamiques et tout, et que vraiment ouais plus j'y pense et plus je me dis ouais c'était quand même un très bon jeu de 2023. Allez, on va partir avec les jeux, on va partir avec Mindbug, tiens, qui est sorti à peu près, je crois, à la même période que le jeu de deck building Star Wars, justement. J'ai aussi la petite extension que j'ai pas encore essayé, premier contact, nouveau serviteur. Il y a la suite qui doit arriver, Mindbug, très malin, donc il y a notamment Richard Garfield, même s'il est arrivé, je crois, sur le tard. C'est donc Christian, je l'ai juste sous les yeux, Koudal, Marvin Egan, Richard Garfield et Scaf Elias. Et c'est édité en français par Yellow, c'est issu d'un Kickstarter de Nerd Lab Games. C'est à 2 uniquement, une vingtaine de minutes, et des différents illustrateuristes, je crois, non, Denis Martinet, voilà, et le graphisme de Maximilian Gotthold. C'est un jeu qui va mener à plus de sorties, évidemment, puisque c'est la première boîte, c'est vraiment un jeu de cartes, assez classique, où le jeu va s'enrichir avec plus de cartes. Notamment je trouve que c'est un peu classique du point de vue des effets de cartes, que ce soit, on retrouve vraiment des trucs, genre le piétinement, le vol, le machin, sauf que ça s'appelle pas comme ça. Voilà, on sent que ça a été influencé par plein de trucs, dont Magic par exemple, et par contre, ce qui est très fort, ça a aussi été influencé, je pense, par des jeux plus récents comme un Marvel Snap ou quoi, même si bon, il est sorti avant Marvel Snap, mais j'ai l'impression que c'est dans cette vague-là de trucs très concentrés, avec très peu de cartes, parce que je sais plus combien on a de cartes dans Mindbug, on en a très peu, et en très peu de manches. Et du coup, c'est des parties très courtes, très tendues, mais qui arrivent, malgré cette durée très concentrée, à garder cette tension, et cette espèce de l'impression d'avoir des enjeux et des choix importants. Je disais donc, c'est assez classique en termes de système de jeu. Ce qui va changer, c'est le titre du jeu, le Mindbug. Ce qui change, c'est évidemment, je l'ai dit, l'aspect très concentré qui est très différent d'un Magic ou quoi, même si des parties de Magic peuvent être très rapides, mais c'est le Mindbug, le fameux, où on en a 2 par personne, et où ça permet de piquer une carte à quelqu'un d'autre, et ça introduit tout un mind game très intéressant, qui colle tout à fait avec le titre Mind, où vraiment on est là et on se dit ah mais je vais le tenter de le prendre parce que je veux m'en garder une un peu plus forte pour la suite, ou bien je la mets en espérant qu'il l'ait plus, ou bien je sais qu'il a utilisé ces deux, etc. Et c'est toute une question de tempo qui s'apprend petit à petit en connaissant les cartes, en connaissant aussi un peu son adversaire. Donc ouais, mine de rien, ouais, ce petit truc là, le Mindbug, qui donne son nom au jeu, et ben ça change tout en termes de jeu, en termes de justement de guessing et tout, et de interaction entre les joueurs, les joueuses, entre les deux adversaires, et de quel risque je prends en jouant cette carte, est-ce que cette carte je vais pas l'utiliser comme appât, est-ce que j'utilise mon Mindbug sur celle-ci qui paraît bien, mais est-ce que justement c'est pas un appât pour mettre derrière un truc plus fort. Bref, pas mon jeu de l'année du tout, mais je découvrirai avec plaisir d'autres cartes et d'autres boîtes, parce que vraiment je trouve ça très solide. J'espère juste un peu plus de richesse et de variété et d'identité sur les bases en fait de pouvoir de cartes. Partons en Corée avec Hipparchus, un petit jeu de pli de John Hill à l'édition complètement absurde, puisque voilà, et c'est alors il y a aussi Ptolemy qui est sorti cette année, qui est un peu son double, qui est un jeu des fausses, pour le coup on fait le tour du système solaire en jouant des cartes et tout, et où le but c'est de se défausser, qui est clairement en dessous, c'est de John Hill, donc c'est une auto-édition illustrée par Bijou, très belles illustrations, hein, les deux jeux pour le coup. Et donc là, bête jeu de cartes, de 30 cartes avec 3 couleurs, 10 cartes pour chaque couleur. Il y a la Terre, le Soleil et la Lune. Et c'est un petit jeu de pli qui a l'air de rien.
Mais il y a plein de petits twists, il y a le fait que les cartes n'aient pas de valeur, il y a Cat in the Box, elles ont pas de couleur, là elles ont pas de valeur, et du coup en fait leur valeur, elle est déterminée par le nombre de cartes d'une couleur qu'on joue. Si je joue 2 soleils, c'est comme si c'était un 2 soleils, sachant que je peux jouer à mon tour 1, 2 ou 3 cartes. C'est un must follow, donc si je joue du soleil, l'autre doit jouer du soleil s'il peut, mais il a pas le droit de jouer le même nombre de soleils que moi. Si je joue 2 soleils, il peut jouer juste 1 ou 3 soleils, parce qu'on peut jamais jouer plus de 3 cartes. Ça c'est le premier twist. Le deuxième twist, c'est le fait qu'on n'ait pas le droit de bouger ses cartes en main, ce qui est déjà vu dans Scout ou dans Caro Combo, mais qui se voit beaucoup moins dans des jeux de pli, et qui a du coup un autre impact en fait sur le game design et sur le ressenti. Et il y a également le fait que on est obligé de jouer des cartes adjacentes, et qu'en fait du coup je joue 2 soleils, si ça se trouve les seuls soleils que mon adversaire a, c'est 2 soleils collés, du coup c'est comme s'il avait une coupe, mais pourtant il les a ces soleils, mais il a pas le droit de les jouer. Et enfin, il y a toute une histoire de scoring. Allez voir mon avis sur la vidéo de décembre parce que ce sera un peu long de rentrer dans les détails, mais en gros, ça mène à des dynamiques où j'ai envie d'avoir la majorité sur une couleur, mais en même temps, je veux que l'autre ait quand même de cette couleur parce que c'est ça qui me rapporte des points, et donc il va falloir que je lâche du lest un peu, mais en même temps, c'est lui redonner l'initiative. Bref, très très malin. Pas si facile que ça à expliquer la première fois, mais une fois qu'on a fait un tour, je trouve toujours que c'est en 2 manches gagnantes et que ça manque un peu de climax, là où dans Jekyll vs Hyde par exemple du même auteur, il y a une vraie tension sur la progression sur la piste, là c'est un peu moins le cas, mais par contre ouais, encore un très très bon jeu de pli à 2 de la part de John Hill qui vraiment, autant Ptolémée je l'ai trouvé très très inférieur, autant jeu de pli à 2 c'est assez incontournable de ce point de vue là. Un autre qui a été considéré comme un jeu de pli par son éditeur, qui a été longtemps vendu comme un jeu de pli par Mandu Games, alors que c'est pas vraiment le cas, c'est Dracula vs Van Helsing de Maxime Rambourg et Théo Rivière, illustré par le génial Weberson Santiago. C'est chez BlackRock en français, et donc c'est un jeu à 2 uniquement asymétrique, où quelqu'un va incarner Dracula et l'autre Van Helsing, je vous le donne en 1000. Alors, ça a été présenté comme un jeu de pli parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il y a un atout, voilà, et que mais il n'y a pas besoin de suivre en fait. Alors je cite toujours cette critique de Professeur là-dessus, sur Critique Ludique, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est assez juste, c'est plutôt une espèce de contrôle de territoire où il va y avoir 5 love letters en même temps, et moi ça me rappelle un peu Sun Tzu, mais le côté beaucoup brain en moins, parce qu'il y a beaucoup de hasard, et où effectivement il y a une hiérarchie de couleurs, il y a l'atout qui va toujours gagner, même si on met un 1 et qu'en face c'est un 9, si mon 1 c'est la couleur d'atout, c'est bon. Ouais, ça va rappeler un peu Jekyll vs Hyde. Pourquoi est-ce que ça a été vendu comme un jeu de pli? Parce que Mandu Games essaye de présenter une espèce de gamme de jeux de pli dans la suite de Jekyll vs Hyde, avec aussi la version Jekyll and Hyde versus Scotland Yard, ce genre de truc. C'est pas un jeu de pli du tout pour moi, il y a pas du tout les sensations d'un jeu de pli, il y a pas du tout la dynamique d'un jeu de pli, il y a pas le fait de gagner des plis vraiment qui est essentiel, même si c'est plus du contrôle de territoire à la Sun Tzu pour moi, où vraiment on va essayer d'être majoritaire et de gagner un territoire, soit parce qu'on a de l'atout, soit parce qu'on a une valeur plus grande, et auquel cas on s'en fout de la couleur, et la hiérarchie de couleurs c'est juste en cas d'égalité. Donc il y a ça, et pourquoi Love Letter un petit peu aussi, c'est parce que chaque valeur a un pouvoir différent, et on va piocher une carte, et il y a aussi cette dynamique là de piocher une carte et jouer une carte, la défausser et appliquer son pouvoir. On applique le pouvoir de la carte qu'on défausse, qui peut être la carte qu'on vient de piocher ou la carte qu'on remplace, sachant que il y a ce petit support qui est assez bien fait, qui permet de voir quelle carte concerne quel quartier. Donc on aura 5 cartes qui sont en fait des tuiles, mais bon on s'en fout, et qui vont être chacune attribuées à un quartier pendant toute la partie. Ils peuvent bouger et tout avec certains pouvoirs. Il y a plein de petits pouvoirs, il y a aussi le truc qui a été importé un peu de Sea Salt and Pepper, de dire si je déclenche la fin de partie, il faut qu'il y ait au moins 6 cartes dans la défausse, mais ça laisse un tour à mon adversaire, donc c'est une prise de risque que j'ai, parce que par exemple qu'il va jouer un truc qui va changer l'atout et donc complètement changer la donne. Il y a cette carte 9 que, je crois que c'est la 9 que si on défausse, ça met fin directement, et qui est plutôt intéressante. Bref, il y a plein de très bonnes idées, très très bons jeux sortis cette année, super design. Le sentiment de jeu est pas aussi fort en termes d'asymétrie qu'un Jekyll vs Hyde, puisque on va quand même essayer de contrôler les quartiers. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5 manches maximum, et que petit à petit, en fait, certains quartiers vont devenir des points de tension plus importants, et ça va mettre en place une espèce de guessing qui n'a pas lieu la première manche. Donc ouais, très très bien, vraiment, je trouve ça très cool. Du côté de Van Helsing, comme de Dracula, Van Helsing, son but c'est de gagner des quartiers pour faire tomber les points de vie de Dracula, et alors que Dracula a 2 manières de gagner, tenir les 5 manches ou récupérer tout un quartier. Je trouve que vraiment c'est très très solide. C'est pas un jeu de pli, faut pas y aller comme en s'attendant à avoir un jeu de pli, mais ça reste un très bon jeu, donc allez-y si vous recherchez un bon jeu. Wizard's Cup de Seiji Kanai, très très bon jeu, sorti uniquement en anglais, qu'on m'a ramené des Suns, merci beaucoup. Donc là aussi c'est comme dans Hipparchus, c'est je crois que c'est le meilleur des 3 manches, si je dis pas de bêtises,
Et donc voilà, bon ça c'est pas super enjaillant, mais ce qu'il y a d'enjaillant dans Wizard's Cup, c'est que c'est illustré par Yamamori de manière très très élégante, et édité par Yusei Kuzu, peut-être, je sais pas, je vous mets de toute façon tout ça en dessous. Et donc, c'est un jeu de auto-battler, un peu à la Challengers, mais qui est extrêmement réduit et qui rajoute un peu de mind game dedans, puisque on va chacun avoir le même deck, avec certaines cartes, avec finalement assez peu de cartes. Là aussi c'est un jeu qui pourrait s'enrichir. Je trouve d'ailleurs que les cartes manquent un peu de personnalité, et qu'il y en a certaines qui sont un peu redondantes les unes avec les autres. Mais donc on a le même deck, il va y avoir une première carte qui va être choisie au hasard, qui va permettre de un peu donner une base au deck qu'on va construire et structurer un truc, sauf qu'on va prendre que 6 cartes. C'est pas beaucoup, du tout, un deck de 6 cartes. On va les choisir, et on va les mettre, contrairement à Challengers, quand on a nos cartes, après on mélange, ou Tricky War, que j'ai développé, c'est la même idée, c'est on mélange et on déroule. Dans Wizard's Cup, on va les mettre dans l'ordre de notre choix. Donc on va évidemment essayer de faire en sorte que les effets s'enchaînent dans le bon ordre, sachant qu'on va n'utiliser que 5 cartes, il y en a une qu'on mettra de côté, il y a certains effets qui permettent d'interagir avec elle, et on va dérouler la manche, par contre, pour le coup, comme dans un Challengers, où je révèle une carte, tu révèles une carte, et on voit qui a gagné, sachant que la victoire, ça va être selon la valeur, ou selon des affinités de couleurs, assez classique, hein, c'est du Shifumi, avec un puits en plus, ou des trucs comme ça, bref, il y a des petites zouloutes un peu dans le Shifumi, mais soit, et on va appliquer les pouvoirs, et donc à chaque tour, la carte qui gagne va rester sur le terrain, tandis que l'autre va être défaussée, la carte de l'adversaire, et il y a des effets où si telle carte est défaussée, ça va avoir un impact sur la carte en jeu, ce genre de truc. Donc voilà, il y a tout ça, et surtout, je parlais de mind game, parce qu'en fait, vu que c'est au meilleur des 3 manches, et en fait, quand j'ai gagné, on va garder les mêmes cartes, mais cette fois je connaîtrai le jeu d'adversaire. Je connaîtrai aussi la manière dont il l'a organisé la première fois. Et du coup, je vais pouvoir réorganiser mon jeu en fonction de ce que lui a fait avant, en me disant peut-être qu'il va garder la même structure, peut-être pas. J'ai vu ça, lui il connaît mon jeu aussi, mais il y a la subcard que j'ai mis de côté, est-ce que je l'intégrerais pas à mon jeu, est-ce que ce serait pas pertinent? Et donc ça rajoute ça qu'il n'y a pas du tout dans Challengers, ce qui est un peu dommage, ce côté un peu qu'on a en fait quand on affronte souvent quelqu'un dans un JCC ou dans un jeu de cartes, avec des pouvoirs à effet, où on va essayer d'adapter un peu son jeu à l'adversaire, sauf que là c'est réduit à vraiment quelque chose qui dure, les 3 manches c'est 10 minutes, et moi j'avais peur de l'analysis paralysis, le côté où attends mais il peut faire ça et tout, le côté un peu infini, c'est assez peu le cas. Donc très bon jeu de Seiji Kanai, bien meilleur que Quickshot qui est sorti aussi cette année, beaucoup plus concentré, beaucoup mieux en termes de game design, en termes de sensations procurées. Je sais pas si c'est influencé par Challengers ou si c'est des trucs qui se sont un peu croisés en termes d'influence. Moi je sais que Tricky War c'est directement influencé par Challengers par exemple, mais très très bonne proposition de Seiji Kanai sortie cette année. Allez, on va rester avec un jeu qui n'est pas disponible en français, il y en a plusieurs, hein, là dans Hipparchus non plus, il y avait, c'est quoi dont j'ai parlé, ce jeu, il y a Wizard's Cup qui est pas disponible en français, Time Division également, mais celui-là donc non plus, General Orders World War II de David Thompson et Trevor Benjamin, qui a 2 modes de jeu, un mode terrestre, un mode aérien qui va avoir des spécificités. Je n'ai joué qu'au mode terrestre, je suis ravi d'essayer le mode aérien, alors je sais que ça a rendu certaines personnes très touchy, c'était un trigger warning, enfin un red flag pour pas mal de monde, c'est 3 polices différentes sur une même truc, entre General Orders, le World War II et le nom des auteurs. Des auteurs que j'aime beaucoup pour Inflexible, que j'aime beaucoup pour Résistance, etc. Alors ils ont aussi fait Champ d'honneur que j'ai pas joué, il y en a un des deux, je crois, c'est Trevor Benjamin qui a aussi fait Mandala, que je trouve très bien en termes de jeu à deux, que j'ai découvert d'ailleurs cette année 2023, mais qui date d'il y a un peu plus longtemps. General Orders World War II, c'est une espèce de... je sais pas trop comment le découvrir, parce qu'il y a un peu de card driven, mais c'est pas vraiment du card driven en fait, non, c'est plutôt des cartes à pouvoir, à effet, qu'on va pouvoir déclencher à certains moments, mais c'est pas ça qui va mener le jeu. Et sinon on est dans une espèce de petit wargame, un peu rétréci à pas grand chose, parce qu'on est sur du jeu de 20 minutes, mélangé à de l'espèce de pose d'ouvrier, parce qu'on va poser nos commandants pour déclencher telle ou telle action, et ça va être de la pose bloquante, donc si je me pose à un endroit, mon adversaire va pas pouvoir. Les pouvoirs, ça va être se déplacer, ça va pouvoir être bombardé, ça va pouvoir être ramener de nouvelles unités, ce genre de trucs, faire un parachutage, sachant qu'on a un nombre assez limité de commandants.
et la partie que j'ai fait moi, donc il y a une espèce de ligne de front comme ça vers laquelle on va se diriger, et en gros on gagne, alors il y a que 4 manches, ce qui fait que ça va assez vite, on gagne soit si on arrive à tout moment à prendre le quartier général adverse, ce qui est quelque chose d'assez difficile parce qu'il est loin, évidemment on peut pas se parachuter dessus direct, ou soit si à la fin des 4 manches on a plus de points, et il y a certaines zones donc qui sont assez centrales qui rapportent X ou X points, en plus d'avoir des petits pouvoirs permanents qui vont nous permettre d'améliorer certaines actions. Et il y a ce côté ultra tendu, ultra réduit, ultra concentré en termes de tension sur des points vraiment précis, et où vraiment on a des espèces d'enjeux de choix ici et là, on va pouvoir piocher des cartes qui vont être assez fortes, le système de attaque-défense est très bon, parce que ça va donner la priorité à la défense pour détruire certaines troupes, donc un peu de hasard avec le dé, mais ensuite ça va être tout simplement on retire chacun une troupe jusqu'à ce qu'il en reste d'une des deux factions ou aucune, et dans ce cas-là c'est cette faction qui contrôle le territoire. Il y a aussi le système de approvisionnement ou ravitaillement, je sais plus comment il l'appelle, c'est supply en anglais, qui va limiter certaines actions, puisque il va falloir être approvisionné par son quartier général, donc avoir une ligne continue pour pouvoir faire certaines actions. Il y a ces cartes-là qui vont un peu changer la donne ici et là, qui sont assez cool. Donc pas mal de petites options quand même, vraiment des choix assez importants sur un truc aussi réduit. Je parlais de Wizards Cup qui arrive aussi à faire ça dans un... et Mindbug aussi, enfin, Hypercuse aussi, enfin là j'ai que des jeux très très réduits, mais qui arrivent à proposer énormément de fenêtres de choix, et surtout la bonne fenêtre de choix au bon moment pour vraiment donner un sentiment de jeu assez fort. C'est aussi le cas de celui-là que vraiment je vous conseille, j'ai hâte d'essayer moi le côté plus aérien. Alors encore une fois, peut-être qu'il sera fait par Nuts, je sais pas, vu que c'est chez Osprey Games, je leur souhaite parce que c'est un très bon jeu, si vous avez l'occasion de le découvrir, je vous le conseille vivement. Allez, un petit jeu concentré sur Focus, qui est une de mes grandes découvertes de l'année, de Antonin Bocara et Romaric Gavonier, illustré par Simon Caruso avec des illustrations très très cool, assez vieillottes et tout, un peu sépia comme ça, qui sont bien chouettes, par Old Chap. Alors Old Chap Games qui fait un des meilleurs jeux de cette année, mais qui c'est une toute petite boîte, mais ils ont quand même fait des jeux assez intéressants. Je crois que c'est au Confé Fiesta de Los Muertos qui est aussi très cool. Et celui-là vraiment il m'a surpris parce que je me disais ok, vous avez refait Codenames Pictures, bravo les gars, mais en coopératif, bravo les gars, youpi, et uniquement à 2, youhou, donc c'est Codenames Duo Pictures. Bon, ok. Et le fait est que petit à petit, alors mes premières parties c'était quand même ça, c'était quand même ouais ok allez, vous avez réussi votre truc, c'est bien, mais ça invente rien, et finalement c'est pour moi un de mes jeux de l'année sans hésiter, et c'est de l'association d'idées par image, mais il y a plein de trucs qui le rendent très malin et qui apportent plein de subtilités dans le système de jeu, le fait que on ait 2 images, et comment est-ce que, alors il y a comme d'habitude, ça c'est pas très original, mais les différentes manières dont je vais essayer de faire penser à cette image, par le choix des couleurs, par le choix du sens, par le choix de la forme, que sais-je, il y a plein de possibilités, de la texture, ça c'est assez classique, c'est quelque chose qu'on a très souvent dans les jeux d'association d'idées par image, de Dixit à Mysterium à Codenames Images et tout ce que vous voulez. Là la différence c'est effectivement que les premières images je vais essayer de les faire de manière de plus en plus les premières vont être normalement guidées plus vers le truc de base, sauf que il y a des parties où c'est plus ou moins facile évidemment, mais il y a des moments où les esprits vont pas se rencontrer et où je prends un truc mais ça peut faire penser à beaucoup de choses, et du coup je vais peut-être prendre un truc qui va pas forcément être pour faire penser à ma cible, à ce que l'autre doit deviner, mais plus pour éviter que l'autre se focalise là-dessus, se focus, et du coup ça lui enlève un doute, et souvent, ça m'arrive souvent moi qu'on est là et qu'on se dit ah bah mince, je pensais que c'était ça, et du coup en général, alors on n'a pas trop le droit de parler et tout, mais bah oui, c'est pour ça que je l'ai prise en fait, dans ma tête c'est ça que je me dis, c'est parce que je voulais pas que tu aies le doute, et pour que tu puisses te libérer l'esprit de cette carte là pour aller vers d'autres. Et donc, si les premières cartes, ça va être quand même souvent des trucs pour faire penser à la carte qu'on doit faire deviner, il y a forcément un moment où en fait, on va surtout essayer de prendre des cartes qui ne sont pas les cartes que l'autre, parce qu'on perd si on prend la carte de l'adversaire, enfin du partenaire. Donc, on va essayer de surtout éviter celle-ci en prenant les informations sur l'autre, ce qu'il a pris, sachant qu'on voit dans quel sens les indices ont été pris. Il y a des moments où on va temporiser avec les 4 cartes là où on pioche au tout début et où par la suite on peut temporiser avec, même si l'indice est pas ouf, c'est juste qu'on veut pas prendre le risque, c'est un message, et il y a beaucoup en fait de communication comme ça, alors qu'encore une fois on n'a pas le droit de parler, et il y a vraiment plein de choses qui se passent, et il y a cette satisfaction quand il arrive alors que la partie était pas facile. On y a aussi joué des fois à 4, alors c'est un jeu exclusivement à 2, mais vous pouvez jouer à 2
en équipe de 2 en fait, ça marche aussi. Ce qui est plutôt agréable en fait de voir que ça fonctionnait, même si je crois que quand même c'est un jeu à 2 et c'est pas pour rien, hein, c'est comme ça que je le préfère. Il y a aussi plusieurs modes de jeu, il y a des petits scénarios, je trouve ça trop cool la manière dont ça a été incorporé, les scénarios autour de Sherlock et de ses aventures, qui vont utiliser certains objets précis. Et il y a aussi le mode Sherlock. Moi j'avais beaucoup joué au mode Watson parce que je me disais le mode Sherlock en fait j'avais pas bien compris comment il marchait, pour moi c'était juste un moment tu vas choisir, et moi ce que j'aimais bien dans l'arc, un peu dans la narration, dans le déroulé du jeu, c'est que parfois quand face aux premières cartes t'es à peu près sûr d'un truc, et en fait le doute s'installe petit à petit avec d'autres cartes, et ça c'est cool. Et le mode Sherlock, je trouvais que en fait souvent tu en reviens à ton premier instinct, et c'est le juste, et du coup cette espèce de doute qui s'installe, il a pas le temps de le faire, ce que je trouvais dommage. Mais ce qui est très cool en fait, et que j'ai compris quand j'ai compris les vraies règles du mode Sherlock, c'est que c'est en 3 manches et que il y a des points selon les cartes qu'on n'a pas pris, et ça amène de la prise de risque et l'envie de essayer de marquer le maximum de points, et c'est très très bien fait, alors qu'en général j'aime pas trop viser le meilleur score, que ce soit en coop ou en solo. Et là vraiment il y a le côté où vas-y on essaye et puis on va voir, et ce côté où on veut essayer de viser un très très bon score. Donc ouais, clairement une super surprise qui s'est installée petit à petit. Au début j'étais assez dubitatif, je me disais oui parce que j'adore les jeux d'association d'idées, mais bon il invente pas grand chose, et petit à petit c'est vraiment devenu un de mes jeux de l'année, donc vraiment passez pas à côté, et Old Chap, super. Allez, passons sur Dorge et de Blé, qui est presque la plus grosse boîte finalement de ces jeux à 2, oui c'est la plus grosse, incroyable. De ceux que j'ai, parce que le Cortège et Time Division est plus gros, et Star Wars Day Building a un format un peu différent. Donc un jeu de Scott Helms, que j'aime bien pour ses jeux solo chez la Game Button Shy, qui est traduite par Matago, que j'aime bien aussi pour So You've Been Eaten, c'est un auteur que j'apprécie plutôt, illustré par Michael Menzel, et chez Gigamic. Moi j'y avais joué sous Beer and Bread, donc qui était pas d'orge et de blé, mais de la bière et du pain, que je trouvais plus sympa. Je trouve que les illustrations de Menzel, c'est pas l'illustrateur que je préfère honnêtement, c'est un illustrateur allemand qui a beaucoup œuvré dans les années 2000 et début des années 2010, qui est aussi auteur par ailleurs, mais je trouve que sa patte colle très très bien à l'aspect un peu rural, tel qu'on peut se l'imaginer, un peu image d'Épinal, un peu pittoresque. Vraiment, je trouve que ça colle très bien. Celui-là, pour le coup, je parlais de celui-là qui est monté petit à petit en puissance, je parlais aussi c'était lequel? C'était Star Wars Deck Building, qui pareil est monté en puissance. Celui-là il est un peu redescendu au fur et à mesure de l'année. Ça reste un jeu que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas l'occasion de beaucoup sortir, parce que c'est quand même un jeu qui a quelque chose d'un peu frustrant, et où c'est assez réduit, et dans ce type de jeu, autant un jeu de pli très réduit, un wargame très réduit, un jeu de cartes très réduit, c'est facile à sortir et à expliquer le côté très réduit, autant là dans une espèce de jeu vaguement à l'allemande, très très réduit. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus dur à aborder, et que ça procure pas les mêmes sensations, et que ça entraîne peut-être plus de frustration de pas pouvoir développer son truc. Peut-être. Je sais pas. Parce que donc là, ouais, on n'a pas beaucoup de tours, et il y a cette mécanique à la Knizia, on va faire évidemment du pierre et du pain, oui bien sûr, du pain et de la bière, et on va scorer le plus faible des deux. Donc c'est vraiment un scoring à la Knizia, et il y a quelque chose d'assez classique dans le jeu, où en fait pour faire son pain et sa bière, il va nous falloir des ressources, voilà, et après je vais pouvoir payer mes ressources pour le fabriquer. Mais ce qui est intéressant, c'est cette triple action des cartes, puisque les cartes ça va être à la fois la bière et le pain qu'on va produire, ça va aussi être les ressources qu'on va pouvoir récolter, si tant est qu'il y en ait dans les champs, et ça va être aussi des améliorations qui vont nous permettre de créer une espèce de petits moteurs qui vont améliorer certaines actions, donner des bénéfices sur le long terme, qui n'est pas si long que ça, vous l'avez compris, ou par exemple augmenter la capacité de l'entrepôt. Moi j'aime beaucoup le fait que cet entrepôt soit très limité au début, alors on peut l'agrandir, mais et surtout, au-delà du fait qu'il soit limité, c'est le fait que si on dépasse, on doit donner les ressources en excédent à son adversaire, et ça c'est très fort comme geste. J'aime beaucoup, c'est pas si fréquent en fait, les trucs où on doit faire des cadeaux aux autres quand on n'optimise pas son truc. Il y a Field of the Cloth of Gold, où, alors c'est pas la même dynamique, mais qui est un jeu que j'ai découvert cette année, que je trouve très bien, mais où là aussi on est tout le temps à faire des cadeaux à l'autre, ce qui est thématiquement très bien. Là pareil, on veut pas gâcher en fait ça, parce que on est dans la ruralité allemande de l'époque, et on va pas balancer des ressources, des céréales comme ça dans la flotte. Donc il faut qu'on les partage avec notre adversaire, ce qui évidemment n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Donc ça c'est cool, et il y a le petit système de récolte qui est pas non plus ultra novateur je pense, mais qui fonctionne bien, où en gros plus tu vas récolter d'un truc et plus tu vas en récolter,
Si je récolte un orge, je vais prendre mon orge, si plus tard j'en récolte un autre, je vais en prendre deux, parce que celui que j'avais avant, plus celui que je viens de récolter. Donc voilà, il y a ça, et puis après il y a ces 2 années qui s'alternent et qui vont pas fonctionner exactement pareil. Il y a le côté draft à 2 que moi j'aime bien en général, le draft à 2, parce que c'est du contre-draft facile, même si c'est pas un truc qu'on valorise trop dans le jeu. Je parlais de Veil of Eternity ici ou là, je trouve que le contre-draft dans Veil of Eternity est beaucoup plus évident à faire. Là on pense quand même beaucoup plus à soi avant de penser à emmerder l'autre. Les autres années c'est avec une rivière de cartes, fondamentalement ça change pas énormément la sensation de jeu. Donc moi j'aime bien la tension qui se dégage du truc, j'aime bien le fait qu'on soit très contraint, qu'on ait un peu l'impression d'être dans un costume trop étroit, et où on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, et que... Mais c'est pas comme un Dice Forge où moi j'ai la frustration de... j'arrive pas à je commence à mettre en place mon moteur, on me laisse jamais l'exploiter. Là c'est plus un peu à la Wild Space, mais mieux, parce que j'avais pas trop aimé Wild Space, mais le côté où on t'enferme un peu, on te serre pour te frustrer, et tu sens que ça fait partie du game design et que tout est tourné un peu autour de ça, et comment est-ce que tu arrives à t'en sortir malgré tout. Et parce qu'il y a des voies pour s'en sortir, hein, et pour essayer d'optimiser, il y a quand même pas mal de choix assez importants, mais donc bonne localisation de Gigamic qui continue un peu ça. Je sais que j'ai acheté moi Match of the Century de Paolo Mori, je l'ai pas encore essayé, mais qui vont traduire dans le match du siècle, donc et qui m'a l'air très bien. J'y ai pas encore joué, mais je pense qu'il aurait fini dans les tops de l'année, de ce que j'en ai vu. Ça, je trouve que ce sera nul, hein. Et s'il continue comme ça, franchement, je préfère ça que les plagiats qu'ils ont fait cette année, Gigamic. Et on va finir avec non pas le meilleur jeu à 2 sorti cette année, hein, que je mettrais plutôt vers Hypercus, vers General Orders ou vers Focus, sans trop hésiter, mais avec sans doute la plus grande surprise de l'année du côté des jeux à 2, c'est Antinomy de John Balucci chez Matago, donc dans cette gamme de Button Shy. Pourquoi ? Parce que enfin, j'ai réussi à mettre un jeu de la gamme Button Shy dans mes tops. Et rien que ça, c'est déjà une petite merveille, parce que à chaque fois, sinon, vous savez, je vous le disais l'année dernière dans le bilan 2022, cette gamme-là, je suis content qu'elle existe, parce que c'est à l'opposition un peu de la surproduction actuelle avec des jeux qui sont trop chers, avec trop de matériel, alors que là, c'est en plus une contrainte de création, avec des petits jeux pas chers et qui sont en 18 cartes, même si cette année Matago a fait des jeux à plus de 18 cartes, qui sont pas les Button Shy, mais ce côté très contraint, je trouve que c'est très bien, que ce soit en termes de créativité et en termes de proposition éditoriale. Le souci, c'est que derrière, la plupart des jeux sont très quelconques, voire mauvais. Cette année, ils sont sortis Pentaquark ou Convoyeur très spatial que j'ai pas aimé du tout, Hiérarchie j'ai pas accroché non plus, même si je le mets pas au niveau de Pentaquark par exemple. Pareil, Convoyeur très spatial j'ai pas aimé, il y a plein de trucs qui vont pas, mais il y a quand même quelque chose. Et souvent donc des trucs ratés, et puis parfois des trucs moyens, que ce soit moi Megalopolis c'est un truc auquel j'accroche pas, la quête de Sedlec ça va, mais bon voilà, ça invente rien. In Vino Morte c'est rigolo, mais c'est le jeu le plus idiot de la planète. Il y a peu de trucs qui vraiment sortent du lot, et où on se dit ouais c'est bien parce que vous avez réussi à utiliser cette contrainte pour faire quelque chose de très solide. Je les ai pas tous joués, hein, voilà. Mais Antinomy, vraiment je trouve que c'est ce truc de système où on va essayer d'acquérir des points en faisant, comment ça s'appelle ? Je sais plus comment, des paradoxes ? Ouais, des paradoxes je crois, alors cherchez pas le thème, mais où en gros on va avoir soit 3 fois la même valeur, soit 3 fois la même couleur, soit 3 fois le même symbole, et où on va pouvoir du coup gagner des points de cette manière, et on peut aussi défier notre adversaire en se retrouvant face à lui, sachant que moi je vais aller dans ce sens et lui plutôt dans ce sens, on va se croiser comme ça en gros, son futur sera mon passé et mon futur sera son passé. Voilà, ça on dirait un peu un truc de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ce tombeau sera votre tombeau, ce passé sera votre futur. Non mais du coup en fait c'est des règles différentes pour se déplacer vers le futur et le passé, et donc il arrive que des fois on se retrouve face à face, auquel cas ça déclenche un duel que parfois on va chercher à provoquer, parce que à ce moment-là on révèle sa carte et la personne qui a la plus haute main pique quelque chose à l'autre. Et surtout, donc il y a toute cette petite mécanique d'essayer de faire en sorte de récupérer les bonnes couleurs, les bonnes valeurs, les bons symboles pour pouvoir faire des paradoxes ou pour pouvoir défier l'adversaire. Mais surtout, ce que moi j'adore dans le jeu en termes d'équilibre, et qui empêche en fait, déjà qui empêche le côté très abstrait du truc, c'est que en fait il y a des couleurs interdites, une à chaque fois, qui va à la fois être interdite pour les paradoxes. Par exemple c'est le violet, si je joue une carte violette, si j'ai une carte violette dans ma main, ça m'empêche de faire un paradoxe, et donc on va essayer de s'en séparer. Je sais plus s'il y a du violet, mais on s'en fout. Et également, pendant les duels, c'est des cartes qui vont pas compter dans la valeur. Et ce petit
cette couleur qui va mettre la couleur entre guillemets interdite, elle va tourner en fait dès qu'on va faire un paradoxe ou dès qu'on va faire un duel, que le duel est mené à une victoire ou non d'autre part. Et du coup en fait ça permet de changer souvent et de créer un rythme particulier. Ça crée parfois un peu des inégalités où il y a vraiment des trucs qui s'enchaînent de manière assez honteuse, mais ça permet aussi d'éviter de se dire ok je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, et trucs, parce qu'en fait souvent comme la couleur change, du coup ce que j'avais prévu est remis en cause, donc on est vraiment plus dans de l'opportunisme que dans de la stratégie à long terme, et il y a vraiment cet équilibre là que moi je trouve très réussi. J'aime bien l'interaction des duels qu'on va chercher, etc. Aussi un peu de mémoire sur ah je sais que t'as pris ça, mais ça c'est du violet, maintenant le violet est interdit. Je trouve qu'il y a vraiment plein de petits ingrédients qui se rencontrent bien, qui apportent la bonne dose d'aléatoire, la bonne dose d'opportunisme, la bonne dose de contrôle, parfois à 2 ou 3 coups, qui peuvent être mis en cause également, mais je suis vraiment, c'est ce que je disais, je crois c'était en janvier, que vraiment, surtout, super travail de John Bellucci, donc je suis du coup assez curieux, très bon travail aussi visuel, ça comme souvent sur la gamme de Bottenshy. Et du coup, le truc, c'est ce qui me réjouit, c'est vraiment d'avoir enfin un jeu comme ça. Alors il y a eu Insurmontable qui est sorti cette année, que vraiment je trouve très solide aussi, et je l'ai encore une fois pas tous essayé, mais je suis vraiment ravi d'avoir un jeu de ce calibre-là, et de cette qualité-là, enfin dans une gamme, parce qu'enfin on peut dire, ouais vous voyez, vos jeux à 7€, en fait ça marche en termes de qualité ludique, ça explose la plupart des jeux qui sont sortis et qui coûtent je ne sais combien avec je ne sais quel matériel, en fait juste avec les 18 cartes vous arrivez à éclater en termes de sensations ludiques, tout ça, et ça c'est une très bonne démarche éditoriale, et c'est une démarche ludique que j'apprécie beaucoup. Je suis content qu'enfin, ce plaisir ludique rencontre le plaisir éditorial. Voilà, je ne sais pas ce que tu viens de regarder, si c'était les top à 2, les meilleurs jeux solo, les déceptions ou quoi, en tout cas j'espère que ça t'a plu. N'hésitez pas à commenter tout ça dans les commentaires, à partager et compagnie, je m'attarde pas. Encore une fois, il y a d'autres vidéos sur les sorties de 2023, que ce soit francophones ou non, qui sont en lien dans la description ou sur la chaîne, ou bien il y a la grande vidéo, si vous êtes courageux ou courageuse et que cette vidéo-là vous a motivé, tout y est chapitré, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Bonne année ludique, mais bonne année de manière générale, prenez bien soin de vous, ciao!